En 2001, à Trémery, en Moselle, un moteur 4 cylindres descend une dernière fois de la chaîne. Rien ne le distingue des millions qui l'ont précédé depuis 1982. Il tourne parfaitement. Et pourtant, la France vient d'arrêter de fabriquer l'une de ses idées mécaniques les plus populaires. Ce moteur, c'est le XU, un bloc essence conçu par PSA, monté sous la 205 GTI, la 405 Mi-16, la 306 S16, la Citroën BX. Le moteur qui a appris à un pays entier qu'une voiture ordinaire pouvait devenir joyeuse. À son sommet, l'usine de Trémery tournait à près d'1 million de moteurs par an. Des mécaniciens le reconnaissaient au son, des ateliers de province vivaient de ses révisions. 10 ans plus tôt, ce même bruit, en montée de régime, ressemblait encore à une victoire française contre les berlines allemandes. Le moteur n'avait rien perdu de sa puissance. Il avait perdu le monde qui la rendait nécessaire. Mais la véritable histoire du XU n'est pas seulement celle d'une dernière pièce à Trémery. C'est l'histoire d'une France qui a su rendre la performance accessible, avant de laisser cette idée à d'autres. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français, des usines et des noms industriels qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé quand le marché a avancé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous, car celle-ci ne commence pas dans la nostalgie, mais dans une usine neuve, en Lorraine, à la fin des années 1970. À la fin des années 1970, PSA n'est pas une entreprise sereine. En quelques années à peine, le groupe a absorbé Citroën, puis les restes européens de Chrysler. Il se retrouve avec trop de marques, trop de modèles, et surtout trop de moteurs différents, hérités d'histoires séparées. Pour un industriel, cette diversité n'est pas une richesse, c'est un coût. Il faut un moteur commun, un bloc essence moderne capable d'équiper des petites voitures comme des berlines familiales, chez Peugeot comme chez Citroën. Un moteur, c'est-à-dire une machine qui transforme l'énergie d'un carburant en mouvement mécanique. Pensé dès le départ pour être fabriqué en très grand nombre. Ce moteur, ce sera le XU. Pour le produire, PSA construit une usine neuve. En 1979, à Trémery, au nord de Metz, sort de terre l'un des plus grands sites moteurs que la France ait jamais bâti. Le choix n'est pas sentimental, il est stratégique. Une usine moderne, dimensionnée pour l'échelle, dans une région industrielle bien reliée. Trémery ne construira pas des exemplaires, elle construira des millions. Le XU arrive dans un pays qui a des attentes très concrètes. Dans la France de cette époque, une voiture n'est pas un objet de passion pour la plupart des familles. C'est un outil. Elle doit être fiable, économique, réparable dans le garage du coin et supporter des routes qui ne sont pas toutes des autoroutes. Le succès des générations précédentes, la 204, la 304, reposait déjà sur cette promesse. Une mécanique saine, sans caprice. Le Bixu hérite de cette exigence, mais il ajoute une idée neuve, la légèreté. Là où beaucoup de moteurs de l'époque reposaient sur un lourd bloc en fonte, une grande partie de la famille XU adopte un bloc en alliage d'aluminium, le bloc moteur étant la structure principale qui contient les cylindres. À l'intérieur des chemises en fonte, de fines parois d'usure dans lesquelles coulissent les pistons. L'aluminium pour alléger, la fonte là où il faut résister. Ce détail semble technique. Il ne l'est pas seulement. Un moteur plus léger, c'est une voiture qui tourne mieux, qui consomme moins, et qui, un jour, pourra devenir vive sans être brutale. En 1981, le XU fait sa première apparition sous le capot de la Peugeot 305. Rien de spectaculaire au premier regard. Une berline moyenne, sérieuse, sans provocation. Mais sous la tôle, une architecture pensée pour durer une génération entière. Un an plus tard, en 1982, la production démarre pour de bon à Trémery, et le XU franchit une frontière qui compte, celle des marques. Il s'installe sous le capot de la Citroën BX, une voiture au dessin anguleux signée Marcello Gandini, futuriste dans sa ligne, mais rassurante sous le capot. C'est tout le paradoxe de PSA à ce moment. Proposer des carrosseries qui étonnent, portées par une mécanique que n'importe quel garagiste saura entretenir. Techniquement, le XU est conçu comme un moteur d'ingénieur, pas de bricoleur. C'est un 4 cylindres en ligne. 4 pistons alignés les uns derrière les autres, refroidis par eau, avec un arbre à cames en tête, c'est-à-dire l'arbre qui commande l'ouverture des soupapes, placé au sommet du moteur et entraîné par une courroie crantée. Son vilebrequin, la pièce qui transforme le va-et-vient des pistons en rotation,
repose sur 5 paliers. En clair, une base solide, équilibrée, faite pour tourner longtemps. Dès l'origine, la famille se décline. Il existe une version 1,6 litres et une version 1,9 litres, la cylindrée étant simplement le volume total balayé par les pistons. Cette souplesse est l'arme secrète du XU. Le même moteur, à quelques variantes près, peut animer une compacte économique comme une berline plus ambitieuse. Pour l'industriel, c'est une bénédiction. Une seule ligne de production, une seule logistique de pièces, un seul réseau de garages formé à la même mécanique. Car un moteur ne vit pas seul, il vit à travers un système. Dans les années 1980, la force de Peugeot et de Citroën, c'est aussi leur maillage. Des concessionnaires dans chaque ville moyenne, des ateliers agréés, des catalogues de pièces épais comme des annuaires. Un propriétaire de 305 à Limoges ou de BX à Rennes sait qu'en cas de panne, la réponse existe à quelques kilomètres. Cette confiance ne se voit pas sur une fiche technique. Elle se construit dans les faits, révision après révision. Les premiers échos sont ceux d'un moteur sans histoire, au meilleur sens du terme. La presse spécialisée de l'époque salue sa douceur, sa disponibilité, sa capacité à encaisser les kilomètres. Il n'impressionne pas par la puissance, il rassure par la constance. Selon les sources disponibles, c'est précisément cette réputation de fiabilité qui installe le XU dans le quotidien français, bien plus vite que n'importe quel chiffre de chevaux. Il faut imaginer la scène ordinaire qui se répète alors partout en France. Un établi encombré, un carnet d'entretien taché de gras, un garagiste qui règle un jeu de soupape sur un XU sans jamais consulter de notice. Le moteur est déjà entré dans les gestes. Quand la Peugeot 205 rejoint la gamme en 1983, elle porte elle aussi des versions de ce bloc et étend encore sa présence sur les routes. Le XU cesse d'être un moteur parmi d'autres. Il devient un standard, une évidence mécanique, présent dans les cours de ferme comme sur les parkings de bureaux. À côté de lui grandit d'ailleurs un frère de fonte et de gasoil, le X-UD, la version diesel de la famille, qui deviendra une légende d'endurance à part entière. Mais c'est une autre histoire pour un autre épisode. Pour l'instant, le XU est un moteur discret, sérieux, économe, une base saine distribuée par un réseau immense, sous des voitures que la France achète par centaines de milliers. Rien à ce stade ne laisse deviner qu'il deviendra un objet de désir. Mais la vraie histoire du XU ne commence pas avec la 305 ou la BX. Elle commence le jour où des ingénieurs se demandent ce que ce petit bloc d'aluminium pourrait faire si on le laissait, enfin, respirer. Au début des années 1980, un mot commence à changer la voiture populaire européenne. Injection. Jusque-là, la plupart des moteurs essence étaient alimentés par un carburateur, un dispositif qui mélange l'air et l'essence de manière relativement grossière. L'injection, elle, introduit le carburant de façon bien plus précise, dosée, presque électronique. Résultat, plus de rendement, une meilleure réponse et surtout la possibilité d'extraire davantage d'un petit moteur sans le rendre fragile. Pour le XU, c'est une porte qui s'ouvre. Ce bloc d'aluminium léger, conçu pour la fiabilité, se révèle capable de bien plus que de transporter sagement une famille. La démonstration arrive en 1984. Cette année-là, Peugeot glisse une version alimentée par injection du XU sous le capot d'une petite voiture au dessin déjà adoré, la 205. Ainsi naît la 205 GTI. Sous ce nom, une idée simple et explosive. Prendre une compacte légère, y installer un moteur vif et vendre le tout à un prix qu'un jeune actif peut envisager. La 205 GTI 1.6 développe d'abord de l'ordre de 105 chevaux, puis environ 115 chevaux. Le cheval, ou plus exactement la puissance, mesurant la rapidité avec laquelle un moteur peut fournir un travail. Sur le papier, ce n'est pas énorme. Dans une voiture qui pèse à peine plus de 800 kg, c'est électrisant. Plus tard viendra une version 1,9 litres, plus coupleuse encore. Le couple, c'est la force de rotation du moteur, celle qu'on ressent dans les reins à la relance. Ce qui se joue là dépasse la fiche technique. La 205 GTI invente pour toute une génération française l'idée que la performance n'est pas réservée aux voitures chères. Un apprenti, un jeune enseignant, un employé de banque peuvent goûter à un vrai plaisir de conduite. C'est la performance ordinaire, exactement telle que le promet ce moteur. Il faut entendre la scène. Une route départementale au petit matin, une 205 GTI qui monte dans les tours, ce 4 cylindres XU qui passe du ronronnement
a un cri tendu, aigu, joyeux. Ce son devient une signature. Dans les cafés, dans les magazines, dans les cours de lycée, on ne parle plus seulement d'une petite Peugeot. On parle d'un phénomène. Et la mécanique suit la légende. Le même XU, à peine décliné, se retrouve bientôt sous la 309 GTI, qui offre la recette dans une carrosserie un peu plus grande. Chez Citroën, il anime les versions les plus toniques de la BX. Un seul bloc, produit à Trémery par dizaines de milliers, devient à la fois le moteur du quotidien et celui du plaisir. Mais Peugeot ne veut pas s'arrêter à la sportivité accessible. Dans ses bureaux d'études, une autre ambition se prépare, celle de faire respirer le XU comme un moteur de course. Et pour cela, il faudra ouvrir la culasse et doubler les soupapes. La grande rupture arrive en 1987. Cette année-là, Peugeot présente la 405 Mi-16 et sous son capot, un XU transformé. Le XU9 J4, doté d'une culasse à 16 soupapes. Le mot mérite qu'on s'arrête. Les soupapes sont les clapets qui laissent entrer l'air et le carburant dans les cylindres, puis sortir les gaz brûlés. La plupart des moteurs de l'époque en comptent 2 par cylindre. En passer à 4, soit 16 pour un 4 cylindres, c'est ouvrir grand les poumons du moteur. Plus d'air entre, plus de gaz sortent, et le moteur peut tourner plus vite et plus fort. Le régime moteur, c'est-à-dire le nombre de tours effectués chaque minute, grimpe alors très haut. Le résultat est spectaculaire. Le XU9 VG4 délivre environ 160 chevaux et accepte de monter jusqu'aux environs de 7200 tours par minute. Pour une berline familiale française de 1987, ce sont des chiffres presque insolents. Selon les sources disponibles, il s'agit de l'une des premières culasses multisoupapes montées en série sur une française. Une petite révolution technique venue directement des ateliers du groupe. Car cette culasse n'est pas née de nulle part. Elle prolonge l'esprit d'un monstre, le bloc développé pour la 205 Turbo 16. L'arme de Peugeot en rallye du groupe B, cette catégorie extrême du milieu des années 1980. La compétition avait servi de laboratoire. La 405 Mi-16 en récolte les fruits, transposée pour la route, homologuée, fiabilisée, mais gardant cette rage dans les hauts régimes. Le même 16 soupapes anime aussi la Citroën BX 16 soupapes, présentée à la même période. Puis viendront les X16V et plus tard les 306 S16. Une famille entière de fusées discrètes, toutes bâties autour de ce petit bloc de Trémery. Ce que fait alors PSA est difficile à copier. Les Allemands savent construire des berlines rapides et rigoureuses. Mais Peugeot propose autre chose, un moteur de course civilisé, dans une carrosserie dessinée avec Pininfarina, à un tarif qui reste celui d'une grande série. Un ingénieur allemand pouvait admirer la 405 Mi-16. Un comptable allemand, lui, avait du mal à comprendre comment elle pouvait être vendue à ce prix. C'est tout le compromis français, de la légèreté, de l'agrément, un vrai caractère, mais sans jamais renoncer à la réparabilité ni exploser les coûts. Le XU16 soupape est un bijou, et pourtant il se révise dans un garage ordinaire, avec des pièces disponibles au comptoir. À la fin des années 1980, le pari est gagné. Le XU n'est plus seulement le moteur sage de la 305. Il est devenu le cœur d'une décennie de plaisir automobile français, du feu de la petite GTI à la sophistication du 16 soupape. Il régnait. Personne, à cet instant, n'imaginait combien ce règne dépendait d'un équilibre fragile, celui entre le désir des passionnés et la froide arithmétique d'un industriel. Au tournant des années 1990, le XU n'est plus un moteur, c'est une infrastructure. Regardez les gammes Peugeot et Citroën de cette décennie et vous le retrouvez presque partout. Chez Peugeot, la 205, la 305, la 309, la 405, puis la 306 lancée en 1993, la 406 en 1995, jusqu'au grand monospace 806. Chez Citroën, la BX, la ZX apparue en 1991, la Xantia en 1993, puis la X-Sara. Un seul et même bloc, décliné en version économique, confortable ou sportive, animant des voitures de taille et de prix radicalement différents. Cette omniprésence a une conséquence rarement racontée. Elle transforme Trémery en géant. À la fin des années 1980, l'usine Lorraine atteint le rythme d'environ 1 million de moteurs par an, essence et diesel confondus. 1 million. Chaque année. Le site devient l'un des cœurs battants de l'industrie automobile française,
un lieu où le métal, l'huile et le travail humain se transforment en mobilité pour le pays entier. En 2002, Trémery célébrera son 20 millionième moteur produit, un chiffre qui donne le vertige quand on pense qu'il a commencé, presque timidement, avec la 305 de 1981. Derrière ces nombres, il y a des gestes répétés des millions de fois. Des ouvriers sur les chaînes, réglant, contrôlant, assemblant. Des blocs d'aluminium alignés à perte de vue. Des chemises en fonte glissées une à une. Et plus loin, tout un pays de garage qui apprend ce moteur par cœur. Dans les années 1990, un mécanicien français peut passer sa journée entière sur des XU, une révision de 2.5 le matin, une distribution de BX l'après-midi, un embrayage de 306 en fin de journée. Le même geste, la même mécanique, la même confiance. C'est là que se joue la vraie force du XU. Un moteur qui domine une gamme entière crée autour de lui un écosystème. Des pièces toujours disponibles, des tarifs de réparation raisonnables, des garagistes experts par habitude. Acheter une voiture à moteur XU, dans la France de cette époque, c'est acheter la tranquillité. On sait que la panne, si elle vient, sera comprise et réparée. Cette évidence pèse plus lourd qu'un argument commercial. Elle devient une forme de fidélité. Et cette fidélité s'étend jusqu'au plaisir. Car pendant que les versions sages du XU remplissent les parkings, ces versions sportives continuent d'écrire la légende. En 1993, la Peugeot 306 reçoit une déclinaison S16, animée par le XU10 J4, un 2 litres 16 soupapes. Puis en 1996, arrive la 306 GTI 6, dont le moteur pousse la puissance aux alentours de 167 chevaux. Beaucoup de passionnés considèrent encore aujourd'hui cette 306 comme l'un des sommets de la conduite française. Châssis brillant, direction précise, et ce 16 soupapes tendues qui hurlent vers la zone rouge. Ce rayonnement n'est pas seulement mécanique, il est aussi commercial. En 1988, la Peugeot 405 est élue voiture de l'année en Europe, une consécration continentale pour une berline dont le cœur, sous toutes ses versions, reste ce bloc de Trémery. Le succès est net. La 405 rafle 54 des 57 voix du jury, le score le plus écrasant de l'histoire du concours à cette date. Près de 2,5 millions d'exemplaires seront écoulés dans le monde. Le XU ne fait pas seulement rouler la France. Il porte l'image de l'automobile française bien au-delà de ses frontières, ambassadeur silencieux de l'ingénierie hexagonale. Pour mesurer ce que représentait alors le XU, il faut sortir des chiffres et entrer dans les lieux. Entrer dans un atelier de province, un samedi matin du milieu des années 1990. Une 306 sur le pont, capot ouvert. Le mécanicien connaît ce moteur mieux que le plan de sa propre maison. Il sait où passe la courroie, comment se règle la distribution, quel bruit annonce un problème et lequel est normal. Sur l'établi, un carnet de pièces, quelques joints, une culasse en aluminium posée sur un chiffon. Rien de spectaculaire. Et pourtant, dans cette scène banale, se lit toute une civilisation mécanique. Passez maintenant au comptoir des pièces d'une concession. Le vendeur n'a presque jamais besoin de vérifier la disponibilité. Filtre, joint, courroie, piston, tout est là, en stock pour un moteur qui équipe la moitié du parc qui franchit sa porte. Cette abondance tranquille, c'est l'échelle industrielle rendue visible. Le XU a rendu la réparation simple, prévisible, presque rassurante. Et puis il y a le son. Le dimanche, sur une route de campagne, une 205 GTI ou une 306 S16 lâchée dans une série de virages. Le 16 soupape qui monte, qui se tend, qui passe de la voix grave au cri aigu vers 7000 tours. Une génération entière de Français a appris à reconnaître ce timbre. Pour beaucoup, il ne signifiait pas la vitesse pure. Il signifiait la liberté abordable. La promesse qu'un jeune sans fortune pouvait, lui aussi, ressentir quelque chose derrière un volant. Il faut aussi penser à ceux dont le XU est l'outil de travail. Les taxis qui avalent des centaines de milliers de kilomètres. Les artisans dont la 405 Break transporte le matériel. Les représentants qui traversent le pays au volant d'une berline à moteur XU, confiants dans sa capacité à ne jamais les laisser sur le bas-côté. Pour ces conducteurs, le moteur n'est ni une passion, ni un objet de fierté. C'est un compagnon fiable, un revenu qui continue de tourner. La panne coûte cher, l'endurance du XU, elle, rapporte gros. Et puis il y a les enfants de cette époque, assis à l'arrière, qui associent pour toujours le bruit d'un XU au trajet des vacances.
à l'odeur de l'habitacle chaud, au ronronnement régulier sur l'autoroute du Sud. Un moteur, quand il équipe une nation pendant 20 ans, ne transporte pas que des corps. Il transporte des souvenirs. C'est là que se comprend l'enjeu véritable de cette histoire. Dans une France où un même moteur pouvait décider de l'agilité d'une petite GTI, de la sérénité d'une berline familiale, du budget d'un artisan et de la fierté d'un passionné, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail d'usine, chaleur, bruit, entretien, réseau de pièces, confiance et emploi. Derrière chaque XU, il y avait Trémery, ses chaînes, ses ouvriers. Il y avait des milliers de garages. Il y avait une idée française de la mécanique, celle d'une puissance accessible, réparable et partagée. Au milieu des années 1990, cette idée est à son apogée. Le XU est partout. Il traverse 2 marques, 3 décennies de modèles, tous les segments de prix. Il a survécu à la mode des turbos des années 1980. Il a absorbé la révolution du 16 soupapes. Il a nourri des légendes de rallye et des trajets domicile-travail. Mais c'est précisément dans cette omniprésence que se cache le piège. Un moteur qui équipe tout devient un moteur dont dépend tout. Chaque évolution coûte cher car elle concerne des millions d'unités. Chaque nouvelle norme, chaque exigence de dépollution, chaque calcul de rentabilité s'applique à cet immense volume. Tant que le monde restait stable, cette échelle était une force colossale. Le jour où les règles changeraient, cette même échelle deviendrait un poids. Le XU régnait sur la route française. Il ne le savait pas encore, mais son règne reposait sur un équilibre que la décennie suivante allait lentement, méthodiquement, faire basculer. La première fissure n'a rien de spectaculaire. Elle n'apparaît ni dans un journal, ni dans un communiqué. Elle se cache dans une décision d'usine, presque invisible pour le public. Au début des années 1990, PSA modifie discrètement le moteur 16 soupapes de la 405 Mi-16. Jusque-là, ce XU9 J4 reposait sur un bloc entièrement en aluminium, léger, précieux, coûteux à produire. Après 1992, pour des raisons d'économie, le constructeur bascule vers un bloc en fonte. Le résultat est plus lourd et, selon les sources disponibles, légèrement moins puissant dans certaines configurations. Le gain, lui, est comptable. La fonte coûte moins cher. Ce changement passe presque inaperçu. Et pourtant, il dit tout. Pour la première fois sur ce moteur de passion, l'argument du prix l'emporte sur l'argument du caractère. Le bloc tournait encore aussi bien. Mais la logique qu'il avait fait naître, offrir le meilleur, même à un tarif de grande série, venait de céder 1 centimètre. 1 centimètre suffit parfois à annoncer un glissement. Car autour du XU, le monde commence à se durcir. La deuxième force qui pèse sur lui n'est plus le coût, mais la règle. Au tournant des années 1990, l'Europe impose progressivement de nouvelles exigences de dépollution. À partir de 1993, le pot catalytique, un dispositif qui traite les gaz d'échappement pour réduire leur toxicité, devient obligatoire sur les voitures essence neuves du continent. C'est une avancée nécessaire pour la qualité de l'air. Mais pour un moteur, c'est aussi une contrainte nouvelle. Chaque version doit être adaptée, testée, homologuée. L'homologation étant le processus par lequel un moteur est officiellement approuvé selon des règles techniques de plus en plus strictes. Pour un bloc aussi ancien que le XU, conçu à la fin des années 1970, chaque nouvelle norme est un défi. Il faut retravailler l'injection, ajouter des sondes, revoir la gestion électronique, tout en préservant le fameux agrément. Un moteur récent absorbe ces exigences dès sa conception. Un moteur vieillissant, lui, doit être réadapté encore et encore à un coût qui grimpe. Les premières victimes sont les versions les plus radicales. Les 16 soupapes atmosphériques, ceux qui hurlaient vers 7000 tours, sont précisément les plus difficiles à concilier avec des normes de dépollution sévères et une consommation surveillée. Peu à peu, l'industrie comprend qu'il sera plus simple, plus propre et plus rentable d'aller chercher la performance ailleurs. Dans la suralimentation, dans l'électronique, dans des architectures plus modernes. La 205 GTI, symbole absolu de cette époque, quitte la scène au milieu des années 1990. Son moteur n'était pas devenu mauvais. Le monde autour de lui avait simplement changé de priorité. Ce qui semblait vertueux, un petit atmosphérique vif et léger, devenait compliqué à maintenir dans le cadre réglementaire et économique nouveau. Il y aura pourtant un dernier grand éclat.
En 1996, la Peugeot 306 GTI 6, avec son 2 litres 16 soupapes poussé aux environs de 167 chevaux, offre au XU atmosphérique un chant du cygne magnifique. Les passionnés la célèbrent encore. C'est peut-être la version la plus aboutie de toute la lignée, la plus fine, la plus musicale. Mais un chant du cygne reste un chant du cygne. Derrière la beauté du geste, chacun sent que cette recette, un gros atmosphérique joyeux dans une compacte abordable, appartient déjà à un monde qui s'efface. Car pendant que les sportives atmosphériques brillent une dernière fois, une autre révolution avance par en dessous, le diesel. Dans la France des années 1990, le gasoil est moins taxé, moins cher à la pompe, et les nouveaux moteurs diesel deviennent à la fois plus silencieux et plus vigoureux. En 1998, PSA lance sa technologie HDI, un diesel à injection directe haute pression, plus moderne, plus économe. Les acheteurs basculent en masse. La berline familiale type, autrefois animée par un XU essence, se commande désormais de plus en plus souvent en diesel. Ce glissement change tout pour le moteur essence de Trémery. Le XU perd peu à peu son terrain le plus solide, celui des gros rouleurs, des familles, des professionnels qui comptent chaque plein. Ce n'est pas que le XU soit devenu mauvais, c'est que le calcul de l'automobiliste a changé. Un moteur peut rester excellent et perdre malgré tout, si l'économie du conducteur ne le choisit plus. Ainsi, à la fin des années 1990, le XU se retrouve pris en tenaille. D'un côté, des normes de dépollution qui rendent ses versions les plus vives coûteuses à maintenir. De l'autre, une clientèle qui se détourne de l'essence au profit du diesel. Entre les deux, un bloc conçu 20 ans plus tôt, admirable, fidèle, mais qui commence à porter le poids de son âge. Le déclin ne se voyait pas encore sur les chaînes de Trémery, qui tournaient toujours à plein régime. Il se lisait ailleurs, dans les bons de commande, dans les catalogues, dans les priorités d'investissement du groupe. Et déjà, dans les bureaux d'études, on ne parlait plus de sauver l'UXU, on parlait de le remplacer. Le remplaçant a un nom peu poétique, EW pour l'essence, DW pour le diesel. Apparu à la fin des années 1990, le bloc essence EW10 est lancé en 1999. Cette nouvelle famille n'est pas une rupture brutale. C'est en réalité une évolution du XU. La base reste la même architecture. On la modernise, on l'adapte aux normes, on la rend plus propre et plus rentable. Autrement dit, le XU ne meurt pas d'un coup. Il se transforme lentement en autre chose qui porte un autre nom. Cette transition a une image parfaite, la Peugeot 406. Dans cette berline lancée en 1995, on trouve, selon les versions et les années, l'ancien XU en petite cylindrée essence cohabitant avec les nouveaux blocs EW. Sous un même capot, sous une même gamme, l'ancien monde et le nouveau roulent côte à côte. Pendant quelques années, le passé et l'avenir de la mécanique PSA partagent la même chaîne, la même concession, le même client. Puis, discrètement, l'ancien s'efface. Vient alors la quatrième force, la plus décisive pour l'identité du moteur, la logique des groupes et des alliances. Au milieu des années 2000, PSA franchit un pas symbolique. Pour ces nouveaux petits moteurs essence, le groupe s'associe à un partenaire inattendu, l'allemand BMW. De cette collaboration naît, à partir de 2006, une famille de moteurs souvent appelée Prince. Sous le capot d'une Peugeot, désormais, peut battre un cœur conçu en partie outre-Rhin. Le logo au lion reste, mais l'origine du moteur, elle, a changé de nature. Ce basculement dépasse la simple question technique. Pendant des décennies, un moteur Peugeot ou Citroën, c'était une mécanique française, pensée et fabriquée pour une manière française de rouler. Avec les moteurs partagés, cette évidence se dilue. La dilution de marque, c'est exactement cela. Le nom demeure, mais la promesse d'origine s'estompe. Le conducteur ne le remarque presque pas. L'ingénieur, lui, sait qu'une page se tourne. Et par-dessus tout cela avance la dernière force, la plus vaste, l'électrification. Le passage progressif d'une puissance née du carburant vers des moteurs électriques et des batteries. D'abord lente, cette vague finit par tout emporter. Les gammes se tournent vers l'hybride, puis vers le tout électrique. Le downsizing, la réduction de la taille des moteurs, compensée par un turbo, remplace les grosses cylindrées atmosphériques. Le monde qui avait fait naître le XU
celui du plaisir mécanique simple et bruyant, cesse peu à peu d'être le cœur de l'industrie. L'usine elle-même raconte cette mutation. Trémery, née pour produire des XU essence et des XUD diesel, se réinvente sans cesse. Elle devient l'un des plus grands sites de moteurs diesel du monde avec le HDI. Puis elle accueille de petits moteurs essence de nouvelle génération. Enfin, en 2019, elle inaugure sa première ligne de moteurs électriques. Un symbole saisissant. Sur le sol même où l'on assemblait par millions les blocs du plaisir thermique français, on assemble désormais des moteurs silencieux, sans piston, sans culasse, sans se cri dans les tours. Ce durcissement ne s'est pas fait en une fois. Il a avancé par paliers, comme un escalier réglementaire. Après l'obligation du pot catalytique, l'Europe a enchaîné des normes de plus en plus strictes. On les a appelées Euro 1, puis Euro 2, puis Euro 3, chacune abaissant les seuils de polluants autorisés. À chaque marche, un moteur ancien doit être remis à niveau ou abandonné. Pour un bloc né à la fin des années 1970, chaque nouvelle marche est plus haute que la précédente. Le XU les a gravis un temps, puis l'effort est devenu déraisonnable. Dans les garages, ce basculement se lit dans les gestes quotidiens. Le mécanicien qui, hier, réglait des XU les yeux fermés, doit désormais apprendre l'électronique des nouveaux blocs, les valises de diagnostic, les capteurs. Le XU, lui, glisse doucement du statut de moteur du présent à celui de moteur qu'on connaît bien, mais qu'on voit vieillir. Les révisions se raréfient sur les modèles récents. Les pièces les plus spécifiques, notamment pour les versions sportives, commencent à demander un peu plus de recherche. Le vocabulaire commercial change aussi. Les sigles glorieux GTI, Mi 16, S16 s'effacent peu à peu des catalogues, remplacés par des dénominations plus sobres, plus techniques, souvent liées à la dépollution ou au diesel. La sportivité populaire à la française, celle que le XU avait incarnée mieux que quiconque, cesse d'être un argument central. Elle devient un souvenir, une niche, une affaire de passionnés. Rien de tout cela n'est violent. Il n'y a ni faillite, ni scandale, ni fermeture brutale. Juste un lent retrait, méthodique, presque poli. Le déclin du XU n'a pas le visage d'un drame. Il a celui, plus troublant, d'une évidence qui s'efface sans bruit. Pour le XU Essence, la fin arrive en 2001. Cette année-là, sa production cesse à Trémery. Après près de 20 ans, le bloc qui avait animé la 205 GDI, la 405 Mi 16, la 306 S16 et des millions de voitures ordinaires quitte les chaînes françaises. Pas dans un fracas, pas sous les projecteurs. Simplement, un jour, la ligne passe à autre chose. Il faut mesurer ce qui disparaît alors. Ce n'était pas seulement un moteur, c'était une manière de concevoir la puissance. Accessible, réparable, partagée entre deux marques, portée par une usine géante et un réseau immense. Une idée où la performance n'était pas un luxe, mais un droit presque populaire. Sur les routes, pourtant, ils continuaient de rouler par centaines de milliers, indifférents aux tableurs et aux directives, fidèles au poste comme au premier jour. Le moteur tournait encore. Le bloc d'aluminium était devenu fonte. Les normes s'étaient durcies. Le diesel avait pris les familles. La plateforme avait tout absorbé. Le bloc suivant venait d'une alliance franco-allemande. Puis le courant électrique avait remplacé le carburant. Le logo au lion était resté. Le monde qui avait aimé ce son avait, lui, définitivement avancé. Et pourtant, l'histoire du XU ne s'arrête pas à Trémery en 2001. Car ce moteur éteint en France a continué de vivre ailleurs. Loin de l'Europe et de ses normes, la Peugeot 405 et ses dérivés ont poursuivi leur carrière pendant des décennies. En Iran notamment, assemblée par le constructeur local Iran Khodro, la 405 à moteur XU est restée en production jusque dans les années 2020. Pendant que la France passait au diesel, puis à l'électrique, le vieux bloc essence continuait, à des milliers de kilomètres, d'animer des voitures neuves. En France même, selon les sources disponibles, il en aurait encore été fabriqué en petite série, à Héry-Moncourt, longtemps après la fin des grandes chaînes. Un moteur peut disparaître d'un pays sans mourir tout à fait. Mais c'est surtout dans la mémoire vivante des passionnés que le XU a trouvé sa seconde existence. Aujourd'hui, une communauté fidèle entretient son souvenir. Des clubs 205 GTI se retrouvent lors de rassemblements. Des restaurateurs tragmassent la 306 S16
ou la 405 Mi-16 en bon état, de plus en plus rares, de plus en plus recherchées. Sur les salons rétro, ces voitures, qui étaient hier des berlines ordinaires, attirent désormais les regards. Les cotes montent. Ce qui était banal est devenu précieux, précisément parce que le monde qui le produisait a disparu. Dans les ateliers spécialisés, quelques mécaniciens continuent de connaître ce moteur intimement. Ils savent régler une distribution de XU, remonter une culasse 16 soupapes, faire renaître le cri d'un moteur que les constructeurs ne fabriquent plus. Ces gestes, transmis, sont une forme de préservation aussi réelle qu'un musée. Les manuels d'atelier tachés d'huile, les catalogues de pièces jaunies, les stocks patiemment conservés, tout cela forme la mémoire matérielle d'une époque. Il faut comprendre pourquoi ces voitures suscitent une telle dévotion. Avec le recul, les passionnés mesurent ce que le XU offrait et que peu de moteurs modernes retrouvent. Une réponse immédiate, une montée en régime naturel, un lien direct entre le pied et la mécanique, sans turbo pour lisser les sensations ni logiciel pour tout filtrer. La 205 GTI, la 405 Mi-16, la 306 GTI 6 ne sont pas seulement rapides, elles sont vivantes. Elles communiquent. Et cette communication, cette franchise mécanique, est devenue une denrée rare. C'est pourquoi dans les rassemblements, on ne voit pas seulement des collectionneurs fortunés. On croise d'anciens propriétaires qui ont retrouvé le modèle de leur jeunesse, des fils qui restaurent la voiture de leur père, des mécaniciens amateurs qui apprennent, sur ces blocs simples, des gestes que l'automobile d'aujourd'hui ne permet plus. Le XU est devenu un objet de transmission autant que de collection. On ne le préserve pas seulement pour sa valeur, on le préserve pour ce qu'il enseigne, qu'une machine peut être à la fois modeste et exaltante. Il y a là un paradoxe qui résume toute cette histoire. Le XU n'a jamais cherché à être une légende. Il a été conçu pour être utile, économique, universel. C'est précisément sa banalité assumée, alliée à sa capacité soudaine à faire vibrer, qui le rend aujourd'hui inoubliable. Il faut le dire clairement, ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un bloc XU 16 soupapes posé sur un établi de province est un argument physique sur une époque. Il rappelle un moment où la France croyait qu'un moteur pouvait être léger, réparable, économique et pourtant joyeux, où la performance n'était pas réservée aux riches, mais offerte à un apprenti au volant d'une petite 205. Ce moteur prouve qu'une industrie peut être à la fois populaire et exigeante. C'est une leçon, pas seulement un souvenir. Car le XU raconte quelque chose que l'électrification, avec toutes ses qualités, a rendu plus difficile à retrouver. L'idée d'une mécanique que l'on pouvait comprendre, réparer soi-même, garder longtemps. Un moteur qui n'était pas un logiciel scellé, mais un objet de métal ouvert, transmissible, humain. La France n'a pas cessé d'avoir besoin de moteurs. Elle a cessé d'en avoir besoin de cette manière-là. Le site de Trémery, lui, existe toujours. Mais il ne fabrique plus le plaisir thermique d'autrefois. Ses chaînes assemblent désormais d'autres moteurs, d'autres technologies, tournées vers l'avenir électrique. L'usine a survécu en changeant de nature, exactement comme le moteur qu'elle avait vu naître avait survécu en changeant de nom. Alors il reste les objets. Quelque part en France, dans un garage de campagne, un vieux bloc XU repose sur un établi. La culasse en aluminium est marquée par les années, les portées ternies par l'huile, le métal froid sous la lumière d'une simple ampoule. À côté, une 205 GTI attend, capot ouvert, la fin d'une restauration patiente. Le moteur est prêt à revivre. Il suffirait d'une clé, d'un tour de démarreur, pour entendre de nouveau ce cri aigu qui, un matin, faisait tourner la tête d'un pays entier. Ce son que la France moderne n'a plus vraiment besoin d'entendre, mais que quelques-uns refusent car de laisser s'éteindre. Chaque semaine, nous racontons ces histoires, celles des moteurs français, des usines et des idées mécaniques que le pays a un jour aimées, puis laissées derrière lui. Si celle du XU vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui, eux aussi, reconnaissent un moteur au son. À la prochaine Stories.